Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va s'intéresser aux deux équations de Friedmann, qui sont des équations très importantes dans l'histoire de la cosmologie. Ce sont des équations qui se basent sur la relativité générale et qui permettent de trouver l'évolution de l'univers, la façon dont évolue la taille de l'univers au cours du temps, à partir des équations d'Einstein. Alors pour faire ça, on va faire une supposition, on va faire une hypothèse, qui est que l'univers est homogène et isotrope. Donc on peut imaginer l'univers comme une sorte d'immense toile, dans laquelle est présente un fluide qui est homogène, qui est le même partout, et isotrope, c'est-à-dire que la pression est la même dans toutes les directions, et de même la géométrie de l'univers, la géométrie de l'espace, est la même en chaque point et dans toutes les directions. Alors bien sûr, dans la réalité, l'univers n'est pas comme ça. Il y a des galaxies, on a des étoiles, on a des planètes qui tournent autour des étoiles, etc. Mais à grande échelle, tous ces objets sont à peu près répartis de façon homogène. Et donc, on a une assez bonne approximation si on décide de considérer un univers homogène et isotrope à l'échelle de l'univers tout entier. Et en particulier, on va considérer une grandeur qui peut évoluer au cours du temps, qu'on appelle le facteur d'échelle, petit a de t, et qui vaut par exemple 1 aujourd'hui, et peut-être 2 dans le futur, ce qui voudrait dire que les distances entre les galaxies ont été multipliées par 2, ou alors 0,5, ce qui voudrait dire que les distances entre les galaxies ont été divisées par 2. Ce qui nous intéresse, c'est de déduire comment évolue ce facteur d'échelle en fonction de différentes situations physiques, en fonction de ce qu'on met dans notre univers comme fluide. Alors la vidéo va être structurée en deux parties. Dans la première partie, on va faire le calcul. C'est un calcul qui est assez fastidieux si vous n'avez pas l'habitude de la relativité générale, donc vous pouvez sauter la première partie et aller directement à la deuxième partie. On va trouver les équations dans la première partie, et dans la deuxième partie, on va voir ce qu'elles nous disent sur l'évolution de l'univers en fonction de différents scénarios qu'on va analyser. Bon alors c'est parti, commençons par faire le calcul. Pour ce faire, on va poser la métrique de l'espace-temps qui permet de décrire la géométrie de l'univers. Et on va poser une métrique dans laquelle on sépare le temps de l'espace. Donc g, qui est la métrique, va être égal à moins dt carré, plus la métrique d'espace qu'on ne va pas expliciter ici, donc on va l'appeler gamma ij dxi dxj. Donc on prend une métrique spatiale quelconque, et le tout multiplié par a de t au carré, qui est le facteur d'échelle, le facteur important, crucial dans notre démonstration, qui peut évoluer au cours du temps, et qui est présent devant la distance spatiale, ce qui indique bien que lorsque a évolue, eh bien, les distances entre les points vont évoluer dans l'espace. Alors pour résumer un peu ce qui se passe ici, on a notre bloc d'espace-temps à 4 dimensions, et puis on va le feuilleter en tranches successives, comme un millefeuille, selon la direction du temps. Donc on peut imaginer que le temps, c'est une direction, et qu'on va prendre des tranches perpendiculaires au temps. Chacune de ces tranches est une tranche purement spatiale, c'est une tranche d'espace. Et sur cette tranche d'espace, les distances entre les points sont caractérisées par la métrique gamma ij, qui est une métrique purement spatiale, multipliée par ce facteur a. Alors la métrique mesure les distances au carré, donc on a mis a au carré. En particulier, puisqu'on suppose que notre univers est homogène et isotrope, la métrique de l'espace gamma ij doit être elle aussi homogène et isotrope. Elle doit représenter un espace qui est le même partout dans toutes les directions. Et donc dans ce cas, on n'a que trois possibilités. On a un espace plat, un espace de courbure positive comme une sphère, et puis un espace de courbure négative, un peu comme une selle de cheval. Et donc, selon ces différentes courbures, eh bien, on va avoir des comportements de l'univers différents. Mais on n'a vraiment que ces trois possibilités, puisqu'on veut un univers qui soit le même partout, et donc en particulier qui a une courbure identique en chaque point de l'univers. Alors on verra par la suite qu'on va appeler cette courbure grand K, et ici donc elle vaudrait 0, ici elle serait positive, et ici elle serait négative. Bon alors c'est parti, ce qu'on va faire c'est utiliser l'équation d'Einstein qui nous dit que la courbure de l'univers exprimée par le tenseur d'Einstein plus une potentielle énergie sombre, une constante cosmologique, lambda, tout ça est relié au contenu de l'univers par une constante, 8πg, fois le tenseur énergie-impulsion qui correspond au contenu de l'univers, à ce fluide qui remplit l'univers. Alors ici, on aurait normalement divisé par C4, mais je pose que la vitesse de la lumière vaut 1. C'est simplement un choix d'unité qui va nous arranger pour que les calculs soient un peu plus simples.
Bon, alors c'est parti. Pour faire ce calcul, il va nous falloir déterminer le tenseur de Ricci et la courbure scalaire. Et donc là, si vous n'avez pas l'habitude de la relativité générale, ça peut être un peu compliqué, mais l'idée, c'est vraiment qu'il s'agit d'une méthode brute. Là, on va faire le calcul de la façon la plus brute possible. Donc c'est un peu long, un peu fastidieux, mais c'est tout bête et méchant, c'est assez automatique. Et puis, on va voir ce que ça nous donne comme résultat. Donc vraiment, les équations de Friedmann, c'est ce qui sort de ça, ce qui sort de l'équation d'Einstein, lorsqu'on utilise une métrique de cette forme-là. Alors c'est parti. Déjà, on va écrire nos termes de la métrique. On a le terme temporel, GTT, qui vaut simplement -1 ici. On n'a aucun terme croisé entre le temps et l'espace, puisqu'on a séparé le temps de l'espace, on a feuilleté notre espace-temps de façon perpendiculaire au temps. Les autres termes de la métrique qui sont non nuls sont tous des termes d'espace, et je vais noter les coordonnées d'espace avec des indices latins. Et ici, donc, on a ce terme-là de métrique, A de t au carré, fois gamma ij, la métrique spatiale. Donc vous voyez que la métrique spatiale ici est reliée à la métrique spatio-temporelle sur les tranches d'espace par ce facteur d'échelle A de t au carré. Alors maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est calculer les symboles de Christoffel. Les symboles de Christoffel, ils sont basés sur les dérivées de la métrique. Donc on va calculer les dérivées. La dérivée de -1, c'est une constante, donc ça vaut 0. Et ici, on a deux dérivées. On a la dérivée par rapport au temps, qui vaut 2a point gamma ij. Alors, à partir de maintenant, je ne vais plus écrire les parenthèses pour indiquer que a dépend de t. Ce sera implicite. Et puis le point ici représentera la dérivée par rapport au temps t. Voilà. Et puis, la métrique spatiale ne dépend pas du temps, donc on n'a pas de dérivée sur elle. Et d'autre part, on peut dériver par rapport à une coordonnée d'espace, k. A ne dépend pas de cette coordonnée-là, et on a simplement a de t au carré, fois la dérivée de gamma ij par rapport à k. Bon, alors maintenant, on peut calculer nos symboles de Christoffel. On va avoir le symbole gamma tij, puisqu'on voit ici qu'on a une dérivée qui fait intervenir ij et t. On peut avoir aussi i en haut et puis t en bas avec j. Et on peut enfin avoir gamma ijk, un symbole purement spatial. Alors commençons par calculer celui-là. On va utiliser la définition des symboles de Christoffel. Le symbole de Christoffel, c'est 1/2 de l'inverse de la métrique appliquée à l'indice qui est en haut, fois un indice quelconque sur lequel on somme. Et puis ensuite, les dérivés. Donc ici, on aura le premier indice i fois l'indice sur lequel on somme lambda, dérivé par rapport à j, plus la même chose, on intervertit i et j, donc j lambda dérivé par rapport à i, moins g appliqué à ces deux indices, i et j, dérivé par rapport à lambda. Ça, c'est la définition des symboles de Christoffel. Mais alors ici, on peut simplifier un peu tout ça. Il nous faut l'inverse de la métrique. Eh bien, puisque le temps et l'espace sont distincts, on a en fait une matrice ici qui est diagonale entre un bloc spatial et puis le bloc du temps. Donc on a GTT inverse qui vaut -1, l'inverse de -1. Et puis GIJ inverse, ça va être l'inverse de ça, 1 sur A au carré, fois l'inverse de cette matrice gamma, donc gamma IJ. Voilà. Et si on ne précise toujours pas quelle est la forme de cette métrique, on verra que ça n'a pas vraiment d'importance. Donc, eh bien, remplaçons. On a 1/2. Ici, GT lambda. Lambda doit forcément valoir T, puisque c'est le seul terme non nul ici. Donc, on va avoir GTT qui vaut -1, ça nous donne un moins. Lambda vaut T, donc ici, on va avoir quelque chose de la forme GIT, J. Ici, GJT, I. Et ici, GIJ, T. Les seuls termes qui vont être non nuls, c'est quand on dérive par rapport au temps. Donc ce terme-là et ce terme-là sont nuls, on n'a pas de terme croisé dans la métrique. Et donc il nous reste moins, donc ça nous redonne un signe plus, GIJ dérivé par rapport au temps, et c'est ceci. Donc on a 2A point gamma IJ. Le 2 et le 1/2 s'annulent, et on a trouvé notre premier symbole de Christoffel. Bon alors on va faire la même chose pour gamma ITJ cette fois-ci. Donc on va avoir 1/2 de G I lambda cette fois-ci. Alors lambda va forcément être un indice d'espace, ça ne peut pas être le temps puisqu'on n'a pas de terme croisé. Donc on peut tout de suite le remplacer par un indice latin qui va représenter uniquement les 3 dimensions de l'espace. Et ensuite dans la parenthèse, on va avoir G
tk, virgule j, ça disparaît puisque c'est un terme croisé. Ensuite, ce terme-là, ça va nous donner g, jk, virgule t, celui-là ne disparaît pas, moins g, tj, virgule k, et celui-là disparaît, c'est aussi un terme croisé. Donc en fin de compte, on a uniquement ça. Ça va nous donner 1 demi. Alors le terme de la métrique inverse, GIK, eh bien, ça va être 1 sur A2 fois gamma IK. Et puis GJK virgule T, ça va être ça lorsqu'on remplace IJ par JK. Donc ça nous donne 2A qui va s'annuler ici pour donner 1 sur A fois A point fois gamma IJ où on a remplacé par JK, donc fois gamma JK. Et alors ici, on peut voir qu'on a une contraction de la métrique avec l'indice K ici. La contraction de la métrique, eh bien, ça donne le symbole de Kronecker IJ. Donc voilà la forme que prend notre deuxième symbole de Christoffel. Pour finir, on va calculer ce dernier symbole de Christoffel là. Et en fait, on va voir tout de suite qu'on ne peut avoir qu'un indice spatial ici, encore une fois, K. Et donc ici, dans toutes les dérivées, tous les termes ici, on va avoir que des indices d'espace. Ce qui veut dire que ce symbole de Christoffel, eh bien, ça va être exactement le même que le symbole de Christoffel associé à la matrice gamma, associé à la métrique purement spatiale, IJK. Alors on pourrait se dire qu'on a ces termes A carré qui rentrent ici, mais en réalité, ils sont annulés par le 1 sur A carré qui est dans la métrique inverse ici. Et ces symboles de Christoffel, eh bien, on n'a pas besoin de les calculer, on ne les connaît pas puisqu'on ne connaît pas l'expression de la métrique d'espace. Bon, très bien, et bien à partir de là, on va pouvoir calculer le tenseur de Riemann et ensuite le tenseur de Ricci. Alors ce qui nous intéresse, c'est le tenseur de Ricci. Donc on va commencer par la composante RTT. On sait qu'il s'agit de la contraction du tenseur de Riemann. Donc on va avoir RI, T, I, T, où on contracte uniquement sur des indices d'espace, puisqu'en fait, si on avait l'indice temporel ici, puisque le tenseur est antisymétrique, on a deux indices identiques, donc ça vaudrait 0. Alors, RIT, IT, on va appliquer la définition du tenseur de Riemann en coordonnées. Ça nous donne gamma I, TT, dérivé par rapport à I, moins gamma I, TI, dérivé par rapport à T. Ici, on voit qu'on n'a aucun symbole de Christoffel avec deux fois l'indice temporel, donc on peut tout de suite supprimer ce premier terme. Ensuite, on va voir les contractions, donc plus gamma de I lambda, gamma lambda TT. Pareil, ce terme, on a deux indices temporels alors qu'ici on n'a aucun symbole qui fait intervenir deux indices temporels, donc ce terme s'annule. Et enfin, moins gamma IT lambda, gamma lambda IT. Alors, ici, le lambda doit forcément être spatial, puisque sinon on aurait deux indices temporels et ça vaudrait 0. Donc on va remplacer tout de suite ce lambda par un J. Voilà. Bon, maintenant on peut faire notre calcul. Alors il faut d'abord dériver ce symbole de Christoffel. C'est la dérivée de celui-ci par rapport au temps, et lorsqu'on a remplacé J par I. Alors lorsqu'on remplace J par I, on a un symbole de Christoffel qui est contracté avec lui-même, c'est la trace de la matrice identité, 3 par 3, puisqu'on est sur des indices d'espace. Et donc ça donne simplement 3. Donc on va avoir moins 3 fois la dérivée par rapport au temps de ça, ce qui donne A point point sur A moins A point carré sur A carré. Et puis ensuite, on va avoir moins ce produit. Donc gamma ITJ, c'est exactement ça. Donc on a moins A point sur A delta IJ. Et puis gamma JIT, eh bien c'est exactement la même chose, mais lorsqu'on a inversé J et I. Donc on va avoir A point carré sur A carré et puis delta JI. Encore une fois, ici, on a deux symboles de Kronecker qui sont contractés. Donc ça fait pareil que delta II. Et là, on a la trace comme tout à l'heure, donc ça nous donne un facteur 3. Et en fait, ce terme va simplement venir annuler ce terme-là. Donc on se retrouve à la fin avec moins 3 A point point sur A. Ça, c'est le terme temporel du tenseur de courbure de Ricci. Bon, et bien maintenant, on va calculer le terme RTI.
qui fait intervenir une coordonnée d'espace et la coordonnée du temps. Alors pour ça, on va contracter selon tous les indices possibles, lambda t, lambda i. Ici, lambda, encore une fois, ne peut pas être un indice temporel, sinon on aurait 2 fois le temps et ça vaudrait 0. Donc notre lambda doit forcément être spatial, j. On va réécrire la définition. Eh bien, on voit très rapidement que dans notre tableau des symboles de Christoffel, il n'y a que ce terme-là et ce terme-là qui peuvent dépendre de l'espace, puisqu'il n'y a que la métrique gamma ij qui dépend de l'espace. En particulier, ce terme-là n'a aucune dérivée spatiale, il ne dépend pas de l'espace, il dépend que du temps avec ce terme-là. Donc, cette dérivée ici, qui est la dérivée de ce symbole de Christoffel par rapport à l'espace, elle vaut 0. Cette dérivée, c'est exactement la même chose, elle vaut 0 aussi. Et puis ici, si vous regardez bien, le lambda doit forcément être spatial, sinon on aurait 2 fois l'indice temporel ici. Donc on peut mettre un petit k à la place. Le lambda ici, même chose. Donc ça doit être forcément un indice spatial, petit k. Et on obtient gamma jjk, ça va nous donner gamma tilde jjk, le symbole purement spatial, fois gamma kti. Donc c'est ce terme-là. Donc on va avoir a point sur a fois delta de ki. Ici, le delta de ki, ça va donc remplacer k par i. Donc on se retrouve avec ji moins gamma jik, gamma ktj. Donc encore une fois, on a ce terme-là, a point sur a delta kj. Le k doit donc être remplacé par j. Et puisque les symboles de Christoffel sont symétriques en bas, sur les deux indices, eh bien en fait ces deux termes sont les mêmes et on obtient 0. On aurait pu s'en douter, notre tenseur de Ricci n'a donc aucun terme croisé entre le temps et l'espace. Bon, et bien il nous reste seulement un terme à calculer, c'est le terme purement spatial, ij. Alors c'est le terme le plus compliqué, ça tombe bien. Pour ce faire, il faut contracter par rapport à tous les indices possibles, lambda i, lambda j. Alors, on va séparer les contractions par rapport aux indices temporels et par rapport aux indices spatiaux. Donc on a d'abord l'indice temporel, rt, i, t, j, et ensuite les trois indices d'espace, rk, i, k, j. Donc là, il va falloir calculer deux termes du tenseur de Riemann. Alors c'est parti. Pour le premier terme, on a gamma t, ij, virgule t, moins gamma t, it, virgule j. Celui-ci disparaît puisqu'on a 2 fois t. Plus gamma t, t, lambda, gamma, lambda, ij. Pareil, celui-ci disparaît, on a 2 fois t. Moins gamma t, j, lambda, gamma, lambda, it. Ensuite, on ajoute ce deuxième terme. Donc on obtient plus gamma k, ij, virgule k, moins gamma k, ik, virgule j, plus gamma k, k lambda, gamma lambda ij, moins gamma k, j lambda, gamma lambda ik. Bon, c'est assez long, mais en réalité, ce qu'on peut identifier, c'est le tenseur de Ricci qui est associé à ces connexions-là, c'est-à-dire le tenseur de Ricci purement spatial, le tenseur de Ricci qui ne s'intéresse qu'aux tranches d'espace. Pour ça, il faut identifier lesquels de ces termes ne font intervenir que des indices d'espace. Pour obtenir ces termes, eh bien, on peut scinder ces deux sommes lorsque lambda est un indice d'espace et lorsque lambda est l'indice temporel. Donc, on a soit que lambda est l'indice temporel, soit, donc je vais ressommer la même chose, soit lambda est un indice d'espace que je vais appeler L, donc je vais écrire L ici. Alors maintenant, si on regarde bien, on peut identifier quels sont les termes qui ne font intervenir que des indices d'espace. On a celui-là, on a celui-là, ici on a du temps, ici on a du temps, ici on a celui-là, et puis on a celui-là. Et en fait,
eh bien, on retrouve bien le tenseur de Riemann en coordonnées purement spatiales. Donc on va obtenir ce terme-là, gamma t ij t, ce terme-là, gamma tj lambda, gamma lambda it, ces deux termes-ci, plus le tenseur de Riemann spatial, que je vais noter R tilde, appliqué à K, I, K, J. Et en fait, ça, on voit que c'est la contraction, et donc c'est directement le tenseur de Ricci en I et J. Et c'est assez logique, la composante du tenseur de Ricci spatio-temporel I et J, eh bien, elle contient la composante du tenseur de Ricci spatial en I et J. Avec ces termes additionnels qui correspondent au croisement entre le temps et l'espace, puisque si on y réfléchit, au cours du temps, lorsque l'espace change de forme, s'il change de taille, eh bien, ça peut créer une courbure dans l'espace-temps. Voilà, alors maintenant calculons ces termes ici. Gamma tij virgule t, c'est ce premier terme dérivé par rapport au temps. Donc on a a à point, ça va donner a point carré plus a à point point. Le tout facteur de gamma ij. Ensuite, on a ce terme-là, donc on a tj lambda. Lambda doit forcément être spatial, sinon on aurait deux indices temporels. Donc on a tjk, c'est encore une fois celui-là. Donc a point gamma jk, fois gamma kit. Kit, on est dans cette situation-là, donc c'est a point sur a fois le delta de Kronecker. Donc a point sur a, on va obtenir a point carré, fois un delta de Kronecker entre k et i. Donc on peut directement remplacer k par i, et puisque la métrique est symétrique, on peut écrire gamma ij. Donc on voit ici que ce terme va annuler notre premier terme. On a fait ces deux termes-là, il reste ces deux termes-là. Donc on a plus gamma kkt, donc là on est dans cette situation-là. Puisqu'on a k et k en haut et en bas, on prend la trace du tenseur de Kronecker, donc ça va nous donner 3. Et ensuite on a gamma tij, donc là c'est a point gamma ij. Et enfin on a moins gamma kjt, donc on est dans cette situation-là. Fois gamma tik, on est dans cette situation-là. Et encore une fois, ici on a Kronecker kj, donc on peut écrire gamma ij. On a plus 3 a.2 moins a.2, donc ça nous donne plus 2 a.2. Il ne faut pas oublier le tenseur de Ricci spatial. Et donc finalement, on peut regrouper tous ces termes et on obtient a point point plus 2 a.2, le tout facteur de la métrique spatiale, gamma ij, plus le tenseur de courbure spatiale. Alors je vais faire un peu de nettoyage pour qu'on y voit plus clair. Voilà. Et pour finir, ce qu'on veut, eh bien, on a ce R menu, il nous faut cette courbure scalaire grand R. Alors la courbure scalaire, c'est la contraction du tenseur de Ricci en utilisant la métrique inverse. On a R qui vaut G mu nu R mu nu. Et donc pour faire ça, eh bien, on va simplement prendre GTT RTT. Donc on a moins 1 fois ceci, donc ça donne 3 A point point sur A, plus GIJ, donc 1 sur A2, fois l'inverse de la matrice de la métrique spatiale, gamma ij, fois tout ça, ce qui nous donne R ij, plus, alors je vais répéter ce facteur ici, plus 1 sur A2, gamma ij, et A point point, plus 2 A.2. Alors on arrive quelque part. Ici, les deux métriques se contractent, ça donne le nombre de dimensions. On s'intéresse à la métrique gamma, qui est une métrique purement spatiale, donc on a 3 dimensions. Ce premier terme, c'est le même qu'ici. Donc en fait, ça va nous donner un 2 ici.
qu'on peut factoriser devant, ça nous donne 6. Bon, et alors maintenant, qu'en est-il de ce terme-là? On va utiliser l'hypothèse que notre espace est homogène et isotrope. En particulier, la courbure doit être la même partout et dans toutes les directions. Ce que ça veut dire, c'est que le tenseur de Ricci spatial, RIJ, va être tout simplement égal à une constante qu'on va noter 2K. Le K ici, c'est justement la courbure qui intervenait dans mes dessins au-dessus, fois la métrique, gamma IJ. Alors pourquoi? Eh bien tout simplement parce que comme ça, lorsqu'on se place dans une base orthonormée, le tenseur de Ricci vaut simplement 2K, 2K, 2K. C'est la matrice identité fois une constante, ce qui nous dit bien que la courbure est isotrope, elle est la même dans toutes les directions, et puis elle est la même à tous les points de l'espace, puisque ce 2K ici ne dépend d'aucune variable. Lorsqu'on postule ceci, eh bien on voit que ici on obtient gamma IJ fois 2K gamma IJ. On a la contraction de gamma avec lui-même, c'est la métrique contractée avec elle-même, et ça nous donne le nombre de dimensions, donc 3. Et donc ici, on obtient 6 fois K. Donc ceci, on peut le remplacer par 6K sur A2. Et en fait, on voit qu'on peut le rentrer dans cette parenthèse. Bon, et alors maintenant, on a obtenu tous les ingrédients qui nous permettent d'exprimer l'équation d'Einstein. On va avoir deux équations, l'équation temporelle lorsqu'on prend mu et nu égale t, et puis l'équation spatiale lorsqu'on prend mu et nu égale i et j des coordonnées spatiales. Alors commençons par l'équation temporelle. Ici, on va avoir RTT, donc qui fait moins 3 A point sur A, moins 1 demi de R G mu nu. Alors GTT, c'est moins 1, donc on va avoir plus 1 demi de R, 1 demi de tout ça, donc le 6 se transforme en 3, plus lambda fois G mu nu, GTT vaut moins 1, donc on se retrouve avec moins lambda, est égal à 8 pi G TTT, la composante temporelle du tenseur énergie-impulsion. Maintenant, pour ce qui est des composantes spatiales, eh bien, on va avoir RIJ. RIJ, c'est tout ça. Donc R tilde IJ. On a vu que ce R tilde IJ, c'est 2K gamma IJ, donc je peux l'écrire directement. 2K gamma IJ plus A point plus 2 A point 2 gamma IJ moins 1 demi de R G mu nu. Alors ici, c'est G IJ, donc ça va être A carré gamma IJ. Donc on va avoir moins 1 demi de A carré gamma IJ fois R, ce qui vaut 6 sur A carré, donc ce qui va donner, en multipliant par ça, 3. Facteur de K plus A point plus A point 2, plus lambda GIJ, donc plus lambda A carré gamma IJ, est égal à 8 pi G TIJ. Et voilà nos deux équations de Friedmann. Alors elles sont très complexes, on va pouvoir les simplifier en écrivant la forme du tenseur énergie-impulsion, puisqu'on a aussi l'hypothèse que le fluide que contient l'univers est lui aussi homogène et isotrope. Et dans le cas d'un fluide homogène et isotrope, on va avoir simplement un tenseur énergie-impulsion, T mu nu, qui va s'écrire comme ρ plus P U mu U nu plus P G mu nu. Alors, ρ, c'est la densité d'énergie, c'est la densité de notre fluide. P, c'est sa pression. Et puis U, c'est sa vitesse spatio-temporelle. C'est un vecteur spatio-temporel. Et alors l'idée, c'est qu'on va prendre un fluide qui est immobile. Donc U, en fait, va être un vecteur qui vaut 1, 0, 0, 0. Alors le 1 ici, on vérifie bien que la vitesse soit normée. Et effectivement, c'est bien normé puisque la composante temporelle de la métrique est normée. On a bien moins 1 devant dt carré. Donc lorsqu'on prend ça, eh bien on voit que ce U mu U nu va être nul sauf lorsque on prend mu et nu égale t. Ce qui veut dire que pour la composante temporelle du tenseur énergie-impulsion, on va avoir
ρ plus P plus P GTT qui vaut moins 1, donc moins P. Donc on va avoir simplement la densité du fluide. Et pour toutes les autres composantes, et en particulier pour les composantes spatiales qui nous intéressent ici, eh bien on va avoir aucun terme ici, seulement P fois la métrique spatiale, c'est-à-dire A carré gamma IJ. Remplaçons ces deux expressions dans nos deux équations. Ici, on va avoir 8πg ρ. Et voilà la première équation. Il nous suffit simplement de remarquer que ce terme et ce terme sont égaux, et donc ils s'annulent. On va pouvoir réécrire l'équation juste après pour que ce soit un peu plus joli. Et puis en bas, TIJ, on le remplace par P A carré gamma IJ. Là, la magie opère, on voit qu'on a la même matrice partout, gamma IJ. Donc on peut diviser partout par cette matrice. Et alors qu'on avait une équation matricielle, on a maintenant une équation scalaire. On peut diviser également par A carré, puisqu'on voit qu'il apparaît assez souvent. Et alors maintenant, on va faire un peu de nettoyage. Alors tout d'abord, les termes en K, on a 2K sur A carré, moins 3K sur A carré. Donc ça donne moins K sur A carré. Ensuite, les termes en A point point, eh bien on a A point point sur A, moins 3 A point point sur A. Donc ça donne moins 2 A point point sur A. Et enfin, les termes en A point carré, on a plus 2 A point carré sur A carré, moins 3 A point carré sur A carré. Donc ça nous donne moins A point carré sur A carré. Et le tout plus lambda. Et voilà, on a obtenu nos deux équations. Alors je vais les réécrire pour que ce soit plus beau. Ici, je vais diviser par 3. Et on obtient pour la première équation A point carré sur A carré plus K sur A carré est égal à 8πg ρ plus lambda sur 3. Ça, c'est la première équation de Friedmann. Et puis pour la deuxième équation, on va obtenir ceci est égal à ceci, et donc moins K sur A2 plus 2 A point point sur A plus A point carré sur A carré moins lambda est égal à 8πg P. Et voici les deux équations de Friedmann. Alors vous voyez qu'on a réussi à obtenir des équations qui relient le paramètre d'échelle, petit a, la dérivée du paramètre d'échelle, donc le rythme auquel l'univers s'expand, et la dérivée seconde du paramètre d'échelle, le rythme auquel l'expansion accélère. Et tout ça, on l'a relié au contenu de l'univers, donc à sa densité d'énergie, à la pression du fluide qu'il contient, et puis à la constante cosmologique qui correspond en fait à ce qu'on appelle l'énergie sombre. Un dernier terme qui compte, c'est la courbure de l'espace, la courbure des tranches d'espace. Donc si on est dans un espace plat ou dans un espace courbé, avec une courbure positive ou négative, eh bien l'expansion de l'univers va se comporter différemment. Alors ce qu'on peut faire pour faire une dernière simplification, c'est utiliser l'équation du dessus pour simplifier un peu l'équation du dessous. En effet, vous voyez qu'on a ici A point carré sur A carré plus K sur A carré, et c'est exactement ce qui apparaît ici. Donc on peut le remplacer ici. Si je fais ce remplacement, ça va donner tout ça, donc 8πg ρ plus lambda sur 3, plus 2 A point point sur A, moins lambda, égale 8πgp. Là, je peux passer le signe moins de l'autre côté. Mon moins lambda ici, avec le plus lambda sur 3, ça va donner moins 2 lambda sur 3. Ici, j'ai un facteur 2 qui est partout, donc je peux diviser toute l'équation par 2. Je vais me retrouver avec 4πg, ici aussi. Enfin, je peux passer tout ça de l'autre côté, et j'obtiens que A point point sur A est égal à ceci moins ceci, moins 4πg, facteur de 3p plus ρ, plus lambda. Alors je vais la réécrire ici. C'est une version alternative de la seconde équation qui est plus utile et elle nous donne directement la valeur de A point point, le rythme auquel l'expansion accélère. A point point sur A est égal à moins 4πg
facteur de 3p plus ρ plus lambda. Le tout divisé par 3. Et voilà les équations de Friedmann. Alors, c'est fini pour la première partie de la vidéo. Maintenant, on va essayer de comprendre comment ces équations dictent l'évolution de l'univers. Alors, j'ai recopié les équations de Friedmann ici, et on va s'intéresser à différents scénarios pour essayer de comprendre ce qu'elles nous disent sur l'expansion de l'univers. Alors, la première situation, un peu triviale, qui peut nous intéresser, c'est de se demander qu'est-ce qui se passe lorsque l'univers est complètement vide et qu'il n'y a ni énergie sombre, donc pas de constante cosmologique lambda, ni fluide, donc pas de densité ρ ou pas de pression grand P. Dans ce cas, on a simplement A point carré sur A carré plus K sur A carré égale 0 et A point point sur A égale 0. Qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien, cette deuxième équation nous dit que A point point égale 0. Donc l'expansion de l'univers n'accélère pas, elle reste à un rythme constant. Donc si l'univers s'expand, eh bien, il continue de s'expandre à la même vitesse. Et s'il se réduit, il continue de se réduire à la même vitesse. Et la première équation, eh bien, on peut multiplier par A carré des deux côtés. Ça nous donne que A point carré plus K vaut 0. Et ça nous dit que si K vaut 0, si on est dans un espace plat, eh bien A point vaut 0, donc l'espace plat ne s'expand pas, il reste à une taille constante. Et c'est assez logique, si on a un univers plat et complètement vide, eh bien il n'y a aucune raison qu'il change de taille. C'est l'espace de Minkowski. Et maintenant, si K est négatif, eh bien dans ce cas, on va avoir que A point carré égale moins K, c'est-à-dire la valeur absolue de K. Et donc, dans un espace de courbure négative, on va avoir une expansion A point et non nulle. Mais ceci ne fixe pas le signe de A point, donc on peut avoir soit A point positif, soit A point négatif. Dans tous les cas, ce qui compte, c'est que A point est constant, puisque A point point vaut 0. Donc on a soit un univers de courbure négative, K est négatif, qui s'expand à un rythme constant, soit qui se réduit à un rythme constant. Et on ne peut pas avoir d'univers complètement vide avec une courbure K positive, puisque cette équation, dans ce cas, ne pourrait pas être satisfaite. Bon, cette situation n'est pas très intéressante. Ce qu'on peut étudier maintenant, c'est le cas où grand K vaut 0. La courbure est nulle. Et ce cas, il est plus intéressant puisqu'il correspond à peu près à notre univers. En tout cas, jusqu'à maintenant, toutes les expériences ne détectent aucune courbure dans l'espace. Donc on a une très bonne approximation de notre univers si on pose que grand K égale 0. Alors supprimons la courbure de l'équation et voyons ce que ça nous donne. On peut commencer par étudier un univers qui ne contient que la constante cosmologique, donc que de l'énergie sombre. Dans ce cas, on aurait A point sur A au carré qui vaut lambda sur 3, et puis A point point sur A qui vaut là aussi lambda sur 3. Alors, on peut utiliser la première équation ici. On a que A point carré est égal à lambda sur 3 A carré. On sait que A doit être positif, c'est le facteur d'échelle. Donc on peut passer à la racine carrée à droite. Par contre, A point, on ne connaît pas son signe. Donc on va mettre une valeur absolue. Pour résoudre ça, eh bien, on va dire tout simplement que A est égal à une exponentielle. A0 facteur de exponentielle de racine de lambda sur 3 t, où t c'est le temps, avec ici un signe plus ou moins en fonction de si on a un signe plus ou moins ici. Donc ce que ça nous dit, c'est que le facteur d'échelle va suivre une exponentielle. Ça peut être une exponentielle croissante au cours du temps, ou alors ça peut être une exponentielle décroissante. Autrement dit, si on a une constante cosmologique ici qui est positive, pour que la racine carrée soit bien définie, ça veut dire qu'on a de l'énergie sombre dans notre univers, et donc l'expansion de l'univers est accélérée. Alors si l'univers s'expand, eh bien il s'expand de plus en plus vite, et si au contraire il se réduit, eh bien il se réduit de moins en moins vite. Cet univers dans lequel on n'a aucune matière et seulement une constante cosmologique positive, c'est ce qu'on appelle l'espace de Sitter, et c'est un assez bon modèle pour décrire un univers comme le nôtre aujourd'hui, qui est dominé par la constante cosmologique, par l'énergie sombre. Aujourd'hui, l'énergie sombre correspond à peu près à 75% du contenu de l'univers.
Ça, c'était pour des univers qui ne contiennent que de l'énergie sombre et aucun autre contenu. Alors maintenant, supprimons l'énergie sombre, on a compris son impact, on a compris qu'elle fait accélérer l'expansion de l'univers. Maintenant, intéressons-nous à un fluide. Et alors, il peut y avoir différents types de fluides en fonction de l'équation d'état du fluide qui relie la pression et la densité du fluide. Alors, on va avoir la poussière, par exemple. C'est le genre de fluide le plus simple. On peut imaginer des particules qui ont une masse, qui se déplacent, mais qui n'ont aucune pression, qui ne se voient pas les unes avec les autres. Donc la poussière, c'est défini par P égale 0, aucune pression. La matière sombre, par exemple la matière noire, c'est une forme de poussière, on la décrit comme de la poussière. Ensuite, on peut imaginer un univers qui contienne du rayonnement, des photons, de la lumière par exemple. Pour le rayonnement, on va avoir de la pression de rayonnement. La pression est égale à la densité divisée par 3. Et puis enfin, on peut avoir un fluide quelconque, donc général, qui va généraliser les deux situations d'avant, un fluide parfait, avec la relation P égale une certaine constante, qu'on va noter kappa, fois la densité ρ. Donc vous voyez que la poussière, c'est pour kappa égale 0, et puis le rayonnement, c'est pour kappa égale 1 tiers. Alors essayons de faire le calcul pour le fluide quelconque. Dans ce cas, on n'a que A point carré sur A carré égale 8 pi g ρ sur 3. Ça, c'est notre première équation. Et la deuxième équation, c'est que A point point sur A est égal à moins 4 pi g 3p. Alors P, c'est kappa ρ, donc on va avoir 3 kappa plus 1, facteur de ρ, sur 3. Alors ici, c'est génial puisque on peut exprimer ρ en fonction uniquement du facteur d'échelle. On n'a que 4 pi g ρ, si je divise par 2, sur 3, est égal à A point carré sur 2 A carré. Donc ça vient directement de l'équation d'au-dessus. Et donc ici, j'ai 4 pi g ρ sur 3, donc je peux le remplacer par ça. Et ça me donne que A point point sur A est égal à moins 3 kappa plus 1 sur 2, facteur de A point carré sur A carré. À ce stade, on peut se rendre compte qu'on va avoir sûrement besoin du logarithme de A, puisqu'on a des dérivés qui sont adimensionnés, A point carré sur A carré, A point point sur A. Donc on va poser que A est égal à l'exponentielle d'une certaine fonction, f du temps. Alors dans ce cas, A point, eh bien, ça va être f point fois A, et A point point, ça va être f point point fois A plus f point carré fois A. Donc A point point sur A, eh bien, ça va faire f point point plus f point carré est égal à moins 3 kappa plus 1 sur 2, facteur de A point carré sur A carré, donc ça fait f point carré. Si je passe ça de l'autre côté, j'obtiens un moins 1 là-dedans. Donc je peux en fait remplacer ce plus 1 par un plus 3. Maintenant, je vais diviser des deux côtés par moins f point carré. Donc j'obtiens moins f point point sur f point carré. Ici, j'obtiens 3 kappa plus 1 sur 2. Et ici, si vous regardez bien, vous avez la dérivée de 1 sur f point. Puisque la dérivée de 1 sur f point, ça va donner moins 1 sur f point carré, fois la dérivée de f point fois f point point. Donc ici, en intégrant, on obtient 1 sur f point. Et en intégrant ça, eh bien, on va obtenir 3 kappa plus 1 sur 2 fois le temps, t, plus une constante, mais on peut directement l'intégrer au temps t en fonction de l'origine qu'on choisit. Maintenant, si je prends l'inverse, j'obtiens que f point est égal à 2 sur 3 kappa plus 1 t. Et ici, encore une fois, en intégrant, j'obtiens que f de t est égal, vous voyez qu'on a un logarithme, donc j'ai 2 sur 3 kappa plus 1, logarithme du temps t, puisqu'on a la dérivée qui est 1 sur t. Encore une fois, on peut avoir une constante,
mais en fait la constante, ça va simplement revenir à multiplier a par une constante ici, et en fonction des unités qu'on choisit, on peut supprimer cette constante. Eh bien on a presque fini, maintenant il suffit de prendre f et de le mettre dans l'exponentielle pour trouver l'expression de a, et on obtient que a de t est égal, alors exponentielle de log t ça donne t, et puis on a cette puissance là qui vient dans l'exponentielle, donc ça fait t à la puissance 2 sur 3 kappa plus 1. Ça, c'est l'évolution du facteur d'échelle de la taille de l'univers en fonction du temps pour un fluide qui obéit à l'équation d'état P égale kappa rho. Alors plus précisément, comme je l'ai dit, on peut dire que ceci est proportionnel et puis sinon on peut mettre une constante A0 puisqu'en fait l'échelle peut être changée en fonction du choix d'unité. Bon alors regardons ce que ça donne pour les deux cas précis qu'on a vus. Pour de la poussière, on a kappa qui vaut 0. Donc ici, on a 2 sur 3. Et donc, pour de la poussière, on aura un facteur d'échelle en fonction de t à la puissance 2 tiers. Maintenant, pour du rayonnement, on a kappa qui vaut 1 tiers. Donc ici, on a 1 tiers plus 1, ça donne 4 tiers. Ici, le 4 tiers fois 3 donne 4. Et donc 2 sur 4 donne 1 demi. Donc pour du rayonnement, on obtient que le facteur d'échelle est proportionnel à t puissance 1 demi, c'est-à-dire à la racine carrée de t. Et puis enfin, comme on l'a vu, pour de l'énergie sombre, le facteur d'échelle est proportionnel à l'exponentielle de la racine carrée de lambda sur 3 fois le temps. Donc c'est une exponentielle. Alors, si on résume tout ça, on peut reformer l'évolution de l'univers au cours du temps. Lorsqu'il était très jeune, l'univers était principalement dominé par du rayonnement. Il contenait beaucoup de rayonnement. Donc, à partir du Big Bang, on a une forme qui est de ce type-là, qui ressemble à une racine carrée. Ensuite, à partir d'un moment, l'univers était suffisamment peu dense pour que la matière devienne dominante. Donc, cette fois-ci, on avait t à la puissance 2 tiers. Et puis, au bout d'un certain temps, l'univers est tellement dilué que l'énergie sombre a pris le dessus et on est entré dans une phase en expansion accélérée exponentielle. Donc ici, vous pouvez voir qu'on a réussi à retrouver l'évolution du facteur d'échelle au cours du temps. Et on a en particulier retrouvé l'instant du Big Bang, qui est cet instant à partir duquel on ne sait pas trop décrire l'expansion de l'univers. Peut-être que l'univers était très dense et qu'il a suivi une phase d'expansion accélérée. C'est aujourd'hui la théorie la plus admise, c'est ce qu'on appelle l'inflation. Et donc il y aurait eu une autre phase d'expansion exponentielle avant la phase dominée par le rayonnement.